Les podcasts du Figaro. La prématurité, c'est un accident de vie qui arrive dans une famille naissante. Et c'est pas de l'assistanat, c'est de l'assistance à famille en danger. Ces enfants, quelle force de vivre, c'est incroyable, c'est incroyable. Et à la fois, il y a le mystère de la vie. Pourquoi est-ce que lui va pas vivre? Pourquoi lui va vivre? Moi, j'ai vu les 2 voisins de mon fils pratiquement mourir sous mes yeux. Ça montre la vulnérabilité, ça force à l'humilité aussi. Quand on est face à ces tout petits enfants, ces tout petits bébés qui se battent pour vivre, face à ces familles qui sont vraiment mises à mal, on devient tout petit et à la fois, il faut qu'on devienne grand pour les aider. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast où nous recevons chaque semaine une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler petit bébé, tout petit bébé, prématurité. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Charlotte Bouvard, fondatrice et présidente de l'association SOS Préma, qui agit pour donner à tous les enfants prématurés les meilleures chances de bien grandir. Bonjour Charlotte. Bonjour Aude. Vous avez une 50aine d'années, Charlotte, une première vie professionnelle dans le marketing, un premier enfant. Et puis, le 23 janvier 2004, votre vie change de direction. Votre fils Maxence naît prématurément et vous êtes confronté à la vie de parents d'enfants prématurés, une vie compliquée. Et comme aucune association n'existe, vous décidez, 9 mois après, hasard du calendrier, de créer SOS Préma, qui vient en aide justement à ces parents d'enfants prématurés et qui mène plein d'autres actions dont on va parler. J'ai une première question, Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est fondateur dans la vie de votre association et dans votre vie, même plus généralement, ce 23 janvier 2004, la naissance de votre fils? Oui, alors effectivement, c'est fondateur, cette naissance à laquelle je ne m'attendais pas, 9 semaines avant le terme prévu. Maxence naît et je suis séparée de mon fils. C'est-à-dire que Maxence est envoyé à l'autre bout de Paris dans une réanimation, puisqu'il a une détresse respiratoire à la naissance. Et moi, je suis dans une maternité classique qu'on appelle de type 1, c'est-à-dire sans possibilité de réanimation et d'hospitalisation. Je rencontre Maxence quand il a 4 jours, quand il sort de réanimation, pour aller dans un 2e hôpital. On dit qu'il est transféré. Dans un 2e hôpital, plus près de la maison. Donc, rapprochement familial. Je le rencontre à ce moment-là. Et maintenant, avec bientôt 20 ans de recul, je me rends compte à quel point cette séparation a été fondatrice de mon action. Pendant l'hospitalisation, on va dire que je suis une maman, tout ce qu'il y a de plus commun. C'est-à-dire je suis là quand on peut être là, puisqu'à l'époque, il y a des horaires de visite. Je l'accompagne du mieux que je peux, mais je viens de vivre, comme tous ces parents de prématurés, je viens de vivre un accident de vie. Le traumatisme va agir en 2 temps. C'est-à-dire que pendant l'hospitalisation, je vis les choses au jour le jour, puisque c'est une des difficultés de la prématurité, c'est que chaque jour est un jour de gagné, donc on ne peut pas se projeter. En revanche, à la sortie, lorsque Maxence est sorti d'affaires et qu'il va mieux, le 2e temps agit, c'est-à-dire que le psychisme est OK, est disponible pour revivre ce qui s'est vraiment passé. Et là, ça me revient en pleine figure. Et c'est accentué par 2 choses. D'abord, ce qu'on a vécu pendant l'hospitalisation, donc moi, j'ai vu les 2 voisins de mon fils pratiquement mourir sous mes yeux. Et ça, c'est des choses que j'ai mises dans mon sac à dos, comme j'ai l'habitude de dire. Et ce sac à dos s'ouvre à la maison. Donc, sur le coup, voilà, j'ai mis ça de côté parce que j'étais concentrée sur mon fils. Et puis, c'est accentué par le fait que ces enfants doivent s'adapter à un nouveau milieu, en fait, en arrivant à la maison. Donc, des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, des nouvelles lumières. Et c'est des enfants qui sont immatures au niveau physique, au niveau digestif notamment. Je vis quelque chose de très difficile, c'est-à-dire un enfant qui pleure tout le temps, moi qui ne vais pas bien, et puis un entourage qui comprend pas. Et c'est pas de la malveillance, pas du tout, c'est juste, tu voulais qu'il sorte, il va bien, il est sorti de l'hôpital, donc tout va bien. Un père qui est au travail depuis longtemps, puisqu'à l'époque, il y a un tout petit congé paternité. Et donc c'est cette extrême solitude, accentuée par un enfant qui va pas toujours bien, accentuée par ce traumatisme qui nous revient dans la figure, qui fait que à ce moment-là, c'est pas que je touche le fond, mais vraiment, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Au bout de 5-6 mois, ça va un peu mieux. Je me suis dit, mais si pour moi c'est dur, alors que j'habite à Paris, dans une grande ville, j'ai de la famille, j'ai des amis, je suis capable de décrocher mon téléphone pour demander de l'aide. Si pour moi c'est dur, mais qu'est-ce que c'est pour les gens isolés ou les gens qui sont
un petit peu plus fragile, on va dire. Là, je décide de faire quelque chose. Et je me dis, c'est pas possible. Je dois faire quelque chose. Je pense que j'ai les outils et je vais me mettre au service de cette cause. Et ma vie change à ce moment-là, puisque je décide de créer l'association SOS Préma, avec cette rage du plus jamais ça, plus jamais cette solitude de parents, de famille. Je crée l'association en me disant, on va agir sur tout un système en travaillant avec tous les acteurs de la prématurité. Il faut changer les choses. La prématurité, c'est une naissance qui survient avant 8 mois de grossesse, donc 37 semaines d'aménorrhée. Aujourd'hui, avec la baisse de la natalité, il y a un peu moins de préma, mais en nombre relatif, on va dire. Donc, il y a 50 000 naissances par an. C'est pas rien. Ça veut dire à peu près 100 000 pères et mères. Ça veut dire 150 bébés par jour. 7,5% des naissances. Donc, c'est une grosse population qui est en effet vulnérable. La recherche montre que les meilleurs soins sont des soins qui s'appellent des soins de développement, qui sont des soins individualisés, centrés sur l'enfant et sa famille, et basés sur l'observation de l'enfant. Si on part de là, en filigrane, nous avons la présence continue des familles. Cet enfant qui devrait être in utero, on va reconstituer un environnement, un cocon absolument, comme s'il était in utero, protecteur, puisque tout ce qui lui arrive l'agresse beaucoup plus que s'il était à terme, encore plus. Donc ça veut dire moins de bruit, moins de lumière, un environnement adapté, et ça veut dire surtout des parents là, 24 heures sur 24. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut changer les architectures pour accueillir les familles, ça veut dire qu'il faut adapter le matériel, il faut former les professionnels de santé à ces meilleurs soins, et ça veut dire aussi qu'il faut adapter la politique sociale. Donc ça, c'est notre mission depuis 20 ans. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On soutient les familles, on travaille avec les équipes médicales et on sensibilise les pouvoirs publics. En 2006, on a fait rallonger le congé maternité des mamans de préma. En 2019, on a fait créer un congé paternité spécifique lorsque le nouveau-né est hospitalisé, préma ou pas préma. Si on dit les parents doivent être là, le père doit être là. Parce qu'en fait, la prématurité, c'est un accident de vie qui arrive dans une famille naissante. Et c'est pas de l'assistanat, c'est de l'assistance à famille en danger. Et vous savez comme moi que tout se passe dans une famille. La prématurité, comme un accident de vie, peut agir en domino. C'est-à-dire, il y a la naissance, la brutalité, l'accident de cette naissance, cette famille naissante qui est mise à mal, et ça peut engendrer des séquelles médicales. Ça peut engendrer la précarité, parce qu'il y a des dépenses pour faire face à ça. Ça peut engendrer une perte d'emploi, une dépression postpartum. Voilà, ça peut engendrer énormément de choses. Donc c'est vraiment... Il faut qu'on prenne en soin cette famille et pas seulement ce bébé. Et ça, c'est très important. Donc, on a fait voter ce congé paternité. Aujourd'hui, les pères ont droit, grâce à l'association, en cas d'hospitalisation du nouveau-né, à 30 jours en plus du congé paternité. Et ils doivent être là. Et ils sont là. Et c'est merveilleux de leur laisser cette place. Parce que c'est pas seulement une histoire de maman, en fait. C'est vraiment une histoire de famille. Tout à l'heure, vous m'avez montré un petit objet. Est-ce que vous pouvez le ressortir, même si on ne voit pas, et me le décrire ? C'est une mini-couche. C'est la plus petite couche du monde. Et en effet, il n'y avait pas de couche adaptée. Donc, nous avons aidé cette entreprise à l'élaboration de cette couche. C'est-à-dire que ça prouve notre engagement à tous les niveaux. On va même jusqu'à essayer de convaincre et aider des entreprises à créer du matériel adapté. Donc ça, c'est une petite couche. Vous l'avez tout le temps dans votre sac. Je l'ai tout le temps avec moi parce que d'abord, ça permet de montrer notre action. Et vous voyez cette toute petite couche qui tient dans le creux d'une main, c'est tout petit. Ça montre la vulnérabilité, ça force à l'humilité aussi. Quand on est face à ces tout petits enfants, ces tout petits bébés qui se battent pour vivre, face à ces familles qui sont vraiment mises à mal, on devient tout petit et à la fois, il faut qu'on devienne grand pour les aider. C'est un objet tout concret mais qui montre la force de cette vie qui apparaît et qui lutte. Ouais, c'est une grande question. Ça, c'est une question que je me pose souvent quand je vais à l'hôpital. Ces enfants, quelle force de vivre, c'est incroyable, c'est incroyable. Et à la fois, il y a le mystère de la vie. Pourquoi est-ce que lui va pas vivre ? Pourquoi lui va vivre ? Mais en tout cas, on doit être là parce que même en cas de décès, parce qu'évidemment, il y a des décès et ça fait partie de notre quotidien, il faut qu'on soit là pour cette famille. C'est très, très important. Qu'est-ce qui est le plus important les premiers jours, les premières semaines de la vie d'un tout petit bébé prématuré ? Le plus important, c'est la présence de ses parents. Et nous, on œuvre beaucoup et on milite pour le 0 séparation.
Pourquoi ? Parce que les dernières études prouvent que les parents 24 heures sur 24, donc la reconstitution de ce cocon, eh bien, ça donne un meilleur lien parent-enfant. Vous savez comme moi qu'il est assez déterminant pour la vie d'adulte. Ça donne une réduction du temps d'hospitalisation de 5,3 jours en moyenne. Et ça donne aussi un meilleur développement de l'enfant à tous les niveaux. C'est presque rageant quand on voit ces résultats d'études en disant on investit dans la recherche, mais on ne suit pas derrière. On a envie de leur dire mais en fait, on est là pour notre avenir, en fait, nous tout petits. C'est notre avenir. Ce qui est important de savoir, c'est que les soins que les parents donnent sont aussi essentiels que les soins techniques. C'est-à-dire l'allaitement, c'est un médicament, c'est prouvé scientifiquement pour le préma. Il n'y a rien de mieux que l'allaitement. Après, chaque maman fait comme elle peut. Et ça, c'est très important qu'on soit là en soutien si elle n'y arrive pas. Le pot à pot, il ne peut pas être mieux que sur la peau de la maman ou du papa. Si possible de la maman, dans les 6 premières heures, c'est très important parce qu'il y a le lien qui va se créer. Et quand on met un enfant en peau à peau, même sous respirateur artificiel, même très techniqué, eh bien, on voit toutes les machines qui vont mieux. Tout va mieux, en fait. Alors, évidemment, parfois, ça n'est pas possible parce que vraiment, l'enfant est très, 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 très mal. Et donc, la technique va prendre le dessus. Mais le plus tôt possible et le plus longtemps possible, ce pot à pot agit vraiment comme un médicament. Donc, c'est très important. Mais il a fallu la recherche pour prouver. Parce qu'en fait, ce soin, au début, quand on remonte à l'histoire, ce soin, donc dans les années 60, de la réanimation des prémas, eh bien, il a été construit autour de l'enfant. Il fallait absolument sauver cet enfant. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ça suffisait pas de sauver l'enfant. Il y avait la famille autour, l'environnement, il y avait tout ce qui est autour. Et le lien d'attachement, il se fait au début. Vraiment, au début. Il faut absolument que la priorité de tous, aussi bien des pouvoirs publics que des soignants, que nous, associations, ça soit ce zéro séparation. Et ça soit la prise en soin d'une famille. Pour mettre en place ce que la recherche préconise, il faut du courage, des moyens. Est-ce que ça avance ou est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont particulièrement pilotes en la matière ? Alors, les meilleurs soins sont arrivés à Brest par le professeur Sizun au tout début des années 2000. Il avait vu ça aux États-Unis. Il s'était renseigné, il avait lu toute la recherche. On a pris exemple également sur les pays du Nord. Mais maintenant, on n'a rien à leur envier. Il y a certains hôpitaux en France qui sont vraiment, vraiment dans la locomotive. Mais il y a une disparité sur le territoire qui n'a rien à voir avec grande ville, petite ville. C'est vraiment des régions qui vont être dans cette locomotive ou pas. Il y en a qui restent sur le quai. Donc nous aussi, on œuvre pour ça, pour l'harmonisation des pratiques, avec la société savante qui s'appelle la Société française de néonatologie. Ils ont créé un groupe dont on fait partie il y a une 15aine d'années et qui réfléchit justement en prouvant tout scientifiquement à des préconisations pour qu'il y ait une harmonisation sur le territoire. Mais il y a des endroits, c'est la catastrophe, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a 493 services de néonat sur 300 hôpitaux. Et donc, pour harmoniser tout ça, c'est très long. Maintenant, si on ne met pas les moyens, on ne va pas y arriver. Ce qui me touche profondément, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup du mieux mourir. Moi, je voudrais qu'on parle du mieux naître, parce que ces enfants-là, et je le dis souvent, si aujourd'hui sont nos plus petits, nos plus fragiles, parce que je vous assure qu'un enfant de 500 grammes, il n'y a pas plus fragile que ça. Ce sont aussi nos adultes de demain. Et c'est du développement durable que de s'occuper de cette famille et de cet enfant-là. L'événement fondateur dont nous parlions au début a maintenant 20 ans. Votre fils a 20 ans. Il va bien ? Il va très bien. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu transformer ce traumatisme en quelque chose de positif. Parce que quand je vois toutes ces familles, quand les enfants ont des séquelles très lourdes, c'est une vie à part entière, en fait, de s'occuper de ces enfants-là. Et l'association est ma vie à part entière, avec ma famille, évidemment. Mais voilà, c'est devenu vraiment ma mission de vie, on va dire ça comme ça. Donc je pense que heureusement que tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui, il va très bien. Il est étudiant en 3e année et il va très bien. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Ce qui m'anime, c'est de me dire qu'avec les outils que j'ai et les outils que mon équipe a, parce que c'est une équipe formidable, j'ai vraiment, alors c'est une mission de vie de 20 ans dans quelques jours et une mission où j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui m'ont rejointe. Eh bien, avec nos outils, on peut faire changer, bouger les choses dans le bon sens. Et ça m'anime. Parfois, quand j'oublie, c'est pas que j'oublie, mais c'est parce que voilà, on a beaucoup de travail et puis il faut aller chercher des fonds parce qu'on n'a pas d'aide publique. Donc c'est un travail de tous les jours et puis il faut persuader, il faut aller auprès des députés, auprès des ministres. Enfin voilà, parfois je me dis n'oublie pas,
n'oublie pas pourquoi tu as fait tout ça. Et donc, je reprends la permanence téléphonique et chaque famille a son importance. Et je me dis, il faut pas que tu oublies pourquoi tu as fait tout ça. Il faut que tu reviennes sur le terrain. Merci infiniment Charlotte pour votre témoignage. C'est Dominique Bail qui m'avait parlé de vous, de l'association Petit Prince, lors de la question rituelle que je vais vous poser. Donc j'en viens à cette question. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? C'est assez formidable cette question parce que c'est comme un passage de relais positif. C'est-à-dire que Dominique, je l'ai rencontrée il y a longtemps, et comme elle a créé l'association Petit Prince bien avant que je ne crée l'association SOS Préma, elle m'a aidée, elle m'a conseillée, de façon à ce que les écueils qu'elle a rencontrés, soit je ne les rencontre pas, soit si je les rencontrais, je puisse m'appuyer sur elle et sur son expérience. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec d'autres associations. Bon, il y en a plusieurs que j'aimerais citer, mais je pense là à Aude Lafitte. C'est une jeune femme merveilleuse que j'ai rencontrée. J'espère avoir l'avoir un peu aidée comme Dominique m'a aidée. Elle a monté une association qui s'appelle AVI, sur les bébés secoués. Et ça a été son cas et donc son engagement pour prévenir, parce que chaque année en France, il y a plusieurs centaines de bébés secoués. Elle fait de la prévention aujourd'hui. Merci beaucoup Charlotte. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association SOS Préma. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. À bientôt et merci encore Charlotte. Merci à vous Aude, merci.